Salut à tous, je suis Joël Kamala-Mwindo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui suscite encore débat, la théorie de l'évolution. La fameuse théorie de Darwin. Tu as entendu cette histoire 1000 fois. L'homme descend du singe. Toute la vie sur Terre vient d'un ancêtre commun. La science a tout démontré, tout expliqué, tout fermé. On te sert ça depuis l'école primaire, dans les manuels, dans les documentaires. Tout le monde hoche la tête, tout le monde répète, tout le monde passe à autre chose. Mais aujourd'hui, j'ai envie qu'on prenne quelques minutes pour regarder cette histoire en face. Honnêtement, l'origine de la vie, le mur que Darwin n'a jamais franchi. Voilà le secret le mieux gardé du débat sur l'évolution. Darwin n'a jamais expliqué l'origine de la vie. Lui-même le reconnaissait. Sa théorie commence avec des êtres vivants déjà là. Elle ne dit rien sur le passage de la matière morte à la cellule vivante. Et ce passage, on l'appelle l'abiogenèse. C'est le mur que la biologie moderne n'a pas franchi. Et tu vas comprendre pourquoi c'est tellement énorme. Mets-toi un instant dans la peau d'un scientifique qui essaie d'expliquer la vie sans Dieu. Tu as un univers physique, des atomes, des lois de la chimie, une planète avec des océans, une atmosphère, des éclairs. Tout ça est mort, c'est de la matière, point. Et puis, à un moment, dans cette soupe chimique surgit la première cellule vivante. Quelque chose qui mange, qui respire, qui se reproduit, qui transmet une information codée à ses descendants. Comment c'est arrivé? La science n'en sait absolument rien. Tu vas me dire, mais Joël, j'ai vu un documentaire qui expliquait que dans une mare préhistorique, des molécules se sont assemblées. Oui, je connais cette histoire. C'est l'expérience de Miller-Urey de 1953. Stanley Miller et Harold Urey, deux chimistes américains, prennent un ballon en verre. Ils mettent les gaz supposés de la Terre primitive. Ils ajoutent de l'eau. Ils envoient des décharges électriques. Résultat, ils obtiennent quelques acides aminés. Le monde entier, titre et science, vient de fabriquer la vie en laboratoire. Sauf qu'il y a un détail énorme que personne ne te dit. Des acides aminés, c'est pas la vie. Pas du tout. Imagine que je te montre quelques briques posées dans un champ et que je te dise, voilà, j'ai fabriqué une cathédrale. Tu trouverais ça absurde. Une cellule vivante, c'est infiniment plus que des briques. Combien plus? Accroche-toi. La cellule vivante, la plus simple connue, contient plus d'informations codées qu'une bibliothèque municipale entière. Une cellule, une seule, plus d'informations qu'une bibliothèque. Cette information est stockée dans une molécule qui s'appelle l'ADN. L'ADN, c'est un langage. 4 lettres. A, T, G, C. Avec ces 4 lettres, il écrit les instructions. Mais voilà, le problème énorme. Pour fabriquer l'ADN, il faut des protéines spécialisées. Pour fabriquer les protéines, il faut lire l'ADN. C'est un cercle, c'est l'œuf et la poule. Comment ce système circulaire est-il apparu par hasard, sans qu'aucune intelligence le conçoive? La biologie moderne n'a aucune réponse satisfaisante. Tu veux savoir à quel point c'est improbable? Fred Hoyle, astronome britannique athée, l'un des plus grands du XXe siècle, a fait le calcul. Il a comparé la probabilité qu'une cellule simple apparaisse par hasard. Fred Hoyle l'a comparé à une tornade qui traverserait un cimetière d'avions et qui, en sortant, aurait assemblé un Boeing 747 entièrement fonctionnel, prêt à décoller. Tu sens l'absurdité? Cette image a fait scandale. Personne n'a jamais réfuté son calcul. Et Hoyle lui-même, athée toute sa vie, a fini par reconnaître qu'il existait forcément une intelligence cosmique. Plusieurs hypothèses ont été tentées pour contourner le problème. Le monde ARN, les sources chaudes, la vie venant de l'espace par des météorites. À chaque hypothèse, le mur reste le même. Personne n'arrive à expliquer comment la matière morte a produit la vie. 70 ans de recherche acharnée, des milliards investis. Résultat, zéro théorie satisfaisante. De plus en plus de biologistes le reconnaissent publiquement. Certains vont plus loin. La biogenèse pure est peut-être impossible. Si c'est vrai, il faut une autre explication. Une explication qui sort du matérialisme strict. Cette explication, la pensée chrétienne la propose depuis 3000 ans. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et il créa la vie. Le verbe hébreu bara, exclusivement réservé à l'action divine de créer ex nihilo. La Bible affirme depuis le début que la vie n'est pas un accident chimique. Elle est une création divine. Cette pensée chrétienne ne dit pas comment Dieu a fait. Elle dit qu'il l'a fait. Quand la science elle-même reconnaît qu'elle ne peut pas expliquer ce passage par des mécanismes naturels, la position chrétienne devient l'explication la plus rationnelle, la plus cohérente. Mettons que la première cellule soit apparue.
La théorie de Darwin commence ici. Elle suppose que cette cellule s'est diversifiée pour produire toute la vie, des bactéries aux baleines, tout à partir d'une seule cellule. Cette histoire est-elle confirmée par les preuves? Ce qu'on va découvrir maintenant est tout aussi déconcertant. Les fossiles parlent, mais pas comme on te l'a dit. Si la théorie de Darwin était vraie, les fossiles devraient montrer toutes les transitions, lentement, génération après génération, sur des millions d'années. Tu vois ce que je veux dire? Imagine un dessin animé. Frame par frame, se transforme lentement un poisson en quelque chose qui marche. Les fossiles devraient être ces frames. On devrait voir la transformation sous nos yeux. Darwin lui-même l'a écrit. Si ma théorie est vraie, les roches devraient regorger de fossiles intermédiaires. Si on ne les trouve pas, c'est la principale objection contre ma théorie. 165 ans plus tard, qu'est-ce qu'on a trouvé? Pas du tout ce que Darwin avait prédit. Les paléontologues ont fouillé la Terre dans tous les sens. Ils ont catalogué des centaines de millions de fossiles. Voilà ce qui montre vraiment. Une espèce apparaît d'un coup dans une couche de roche comme tombée du ciel. Elle reste pareille pendant des millions d'années. Aucun changement notable. C'est la stase. Puis elle disparaît pour être remplacée par une autre espèce qui apparaît à son tour d'un coup. Stase et apparition brutale. Stase et apparition brutale. Stase parce que les espèces ne changent pas. Apparition brutale sans ancêtre clair. Si la théorie de Darwin était vraie, on aurait un dessin animé, frame par frame. Mais ce qu'on a en réalité, c'est plutôt comme un diaporama avec de grands trous noirs entre chaque image. Et personne ne sait ce qui s'est passé pendant les trous noirs. L'exemple le plus spectaculaire de ce phénomène, c'est ce qu'on appelle l'explosion cambrienne. Il y a environ 540 millions d'années, en quelques millions d'années seulement, presque tous les grands plans corporels animaux apparaissent. Mollusques, arthropodes, échinodermes, vertébrés, tout en même temps, d'un coup, sans ancêtre clair dans les couches précédentes. On a appelé ça le Big Bang biologique. Le terme est révélateur. Pas une accumulation patiente, mais une explosion soudaine. Comme si quelqu'un avait pressé un bouton et que des dizaines de plans corporels surgissaient ensemble. Impossible par sélection naturelle classique. Pour répondre, Nigel Dredge et Stephen Jay Gould ont proposé en 1972 les équilibres ponctués. Leur thèse est honnête. Ils admettent l'absence de transition graduelle dans les fossiles. Ils proposent que l'évolution se fait par bonds rapides, séparés par de longues périodes de stabilité. Les transitions seraient si rapides qu'elles ne laisseraient pratiquement pas de fossiles. Tu sens le problème? Cette théorie sauve les apparences, mais elle ne résout rien. Comment des bonds aussi rapides produisent-ils des organes complexes coordonnés? La théorie reste spéculative. Elle reformule le mystère sans le résoudre. On va me dire, Joël, on a quand même quelques exemples célèbres, non? La baleine, l'oiseau, le cheval. Regardons ces cas de plus près. L'histoire des documentaires est plus simple que la réalité. Pour la baleine, on a effectivement quelques fossiles intéressants, Pachycetus, Ambulocetus, mais les transitions précises restent contestées et le passage implique des centaines de transformations simultanées. Les poumons, le système circulatoire, les reins, le squelette, la peau, la reproduction, tout en même temps. Comment la sélection naturelle aveugle coordonne-t-elle tout ça? La théorie n'a pas de réponse. Pour l'oiseau, l'Archéoptérix est souvent présenté comme la transition. En réalité, c'est un oiseau pleinement formé, avec des plumes complètes, capable de voler, pas un dinosaure qui apprend. Pour le cheval, la séquence d'Emmanuel est une reconstruction idéalisée. Elle omet de nombreux fossiles. Ce n'est pas une ligne droite, c'est un buisson confus, avec des branches qui apparaissent sans logique claire. Et le coup de grâce vient d'un évolutionniste lui-même. Stephen Jay Gould a écrit que l'absence de transition graduelle est le secret de famille de la paléontologie. Le secret de famille, comprends bien, c'est quelque chose que tout le monde sait à l'intérieur, mais qu'on ne dit pas aux étrangers. Les paléontologues savent parfaitement que les données ne montrent pas ce que la théorie classique prédit. Mais ce constat n'arrive jamais au public. Le public reçoit la version triomphale et lisse, où tout est clair et résolu. Cette différence est un problème intellectuel énorme. Elle transforme une théorie avec ses problèmes en dogme culturel intouchable. Je veux être clair, ça ne prouve pas que la macroévolution est fausse, mais ça prouve que la théorie repose largement sur des inférences théoriques et des reconstitutions hypothétiques, pas sur des preuves directes. Une science honnête reconnaît ce qu'elle sait. Microévolution, ce qu'elle ignore, abiogénèse, et ce qu'elle infère, parenté. L'inférence à un concepteur n'est pas une retraite, c'est l'explication la plus rationnelle. Elle comble les trous.
On disqualifie ceux qui posent des questions légitimes en les traitant d'obscurantistes. On ferme le débat avant même de l'ouvrir. La pensée chrétienne intelligente n'a pas peur de ce débat. Elle peut regarder les fossiles. Elle dit calmement que ces données sont cohérentes avec une création divine où Dieu intervient à des moments précis pour créer de nouveaux plans corporels. Cette interprétation respecte les données et la science honnête. Mais on n'en a pas fini. Au-delà des fossiles, il y a deux objections biologiques encore plus dévastatrices. La complexité irréductible et le code génétique. Attaquons le cœur dur du problème. Première objection, la complexité irréductible. Une idée simple de Michael Behe. Prends une souricière, 5 parties, planche, ressort, marteau, déclencheur, attache. Si tu en enlèves une, ça ne marche plus du tout. Tu ne peux pas la construire morceau par morceau parce qu'à mi-chemin, ça ne capture rien. Ça se conçoit d'un coup. Le rapport avec la biologie, la cellule est remplie de systèmes comme ça. L'exemple célèbre, le flagelle bactérien. C'est un véritable moteur. Rotor, stator, axe, joint, cardan et hélice. À l'échelle d'une bactérie, tournant à des milliers de tours minutes. C'est un moteur de bateau moléculaire. 40 protéines différentes nécessaires en même temps. Si tu en enlèves une seule, le moteur ne fonctionne plus. Comment ce moteur est-il apparu par sélection naturelle? Elle sélectionne ce qui apporte un avantage immédiat. La sélection naturelle est aveugle. Elle n'a pas de plan. Elle ne sait pas où elle va. Alors comment expliquer un moteur de 40 pièces qui ne fonctionne que quand toutes sont là? L'exaptation, une histoire séduisante sans preuve. Le flagelle n'est qu'un exemple. La cellule est remplie de ces systèmes. Coagulation du sang, système immunitaire, photosynthèse, toutes les pièces doivent être là en même temps. Et là, on touche à la deuxième objection, l'origine du code génétique lui-même. L'ADN n'est pas seulement une molécule chimique, c'est un langage. Et tout langage présuppose une convention. Regarde comment ça fonctionne. 3 lettres, un codon, déterminent un acide aminé. OG signifie methionine. Du CC à l'alanine. Ces correspondances sont arbitraires. Aucune loi chimique ne les impose. C'est une convention, comme le mot chaise. Cette convention est universelle. Bactéries, plantes, animaux, humains, on utilise le même code. Comment est-il apparu par hasard? La sélection naturelle ne peut pas l'expliquer car le code précède la sélection. Il faut déjà un langage. Le mathématicien Hubert Yockey a démontré que l'origine du code par hasard est mathématiquement absurde. Même avec 14 milliards d'années et toute la matière de l'univers, le hasard ne suffit pas. C'est dévastateur pour le matérialisme. Question de bon sens. Un texte gravé dans la pierre, tu sais qu'il y a un graveur. Un programme informatique, tu sais qu'il y a un programmeur. Des phrases dans un livre, il y a un auteur. Toujours, sans exception, quand tu trouves un code qui dépasse n'importe quel programme informatique au cœur de chaque cellule, par millions de milliards, le bon sens te dit il y a un auteur. Quelqu'un a fait ça. Ce n'est pas un sort religieux, c'est de la causalité. L'information vient toujours d'une intelligence. Le code ne sort pas du non-code. Jamais. Sauf, dit le matérialisme, une seule fois par magie au moment de la première cellule. Cette exception est une foi, pas une science. Et c'est une foi beaucoup plus extraordinaire que la foi chrétienne. La nôtre s'appuie sur les principes universels. L'info vient de l'intelligence. La leur sur une exception unique qui contredit tout. Qui est le plus rationnel? La Bible savait, 3000 ans avant la biologie moléculaire, qu'il fallait une intervention divine spécifique pour faire apparaître la vie. Elle l'affirmait sans connaître l'ADN. Mais elle l'affirmait avec une précision théologique qui correspond exactement à ce que la science contemporaine découvre. On a parcouru beaucoup de terrain. Prenons du recul. La théorie de Darwin telle qu'enseignée est une fiction culturelle, pas une description honnête. Problème, origine vie, code génétique, fossile, complexité irréductible. Que faire? Arcide, origine vie, 2 codes, 3 fossiles, 4 faux complexité. Science honnête, cette vision combine tout sans rien sacrifier. Dieu peut créer dans le temps, utiliser des mécanismes secondaires et intervenir directement aux moments cruciaux. Elle respecte les données et ta vie a un sens. Tu n'es pas un accident. Voilà pourquoi je fais cette chaîne. Pas pour les likes, mais parce que la pensée chrétienne intelligente est urgente. Darwin est devenu un récit fondateur qu'il faut pouvoir nommer avec rigueur. Le terrain ne doit pas être laissé aux idéologies. Le christianisme doit reprendre sa place. Par la profondeur, pas le sentimentalisme. Newton, Maxwell, les maîtres. La science est née d'une civilisation qui croyait en un créateur rationnel. Cette racine mérite d'être rappelée.
C'est mon combat. Tout est dans mon livre Origine au-delà du Big Bang. 400 pages de démonstration, sources et analyses. Lis-le. Pense par toi-même. Le lien est dans la description. Et maintenant, j'ai 3 choses à te demander. Essentielles. Premièrement, abonne-toi. Chaque abonnement donne du poids à cette voix. Tu t'abonnes à un mouvement de pensée sérieuse. Deuxièmement, mets un like. Aide l'algorithme à atteindre celui qui doute, celui qui cherche. Ton like sauve une pensée. Troisièmement, partage. Un seul ami, un matérialiste, un chrétien qui doute, un agnostique. Ce mouvement a besoin de toi. Ne laisse pas le silence gagner. Au commencement, Dieu créa. Pensez par vous-même. Abonnez-vous, partagez. À la prochaine.